Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Ah zut, le DevOps a mangé ma vélocité. Bon, le DevOps, on va voir, c'est le sujet de la discussion. On se présente. Moi, c'est Jean-Marc Lavoie. Donc, je fais de l'informatique, programmeur de vieille souche, à peu près 98, donc à peu près 25 ans de programmation professionnelle, quinzaine d'années à mon compte. Puis maintenant, je suis coach en transformation agile et DevOps à temps plein. C'est ma nouvelle orientation. Sylvie Trudel. Sylvie Trudel. Donc, moi, je suis graduée en informatique en 86, mais j'ai commencé avant la fin de mes études comme programmeur en 1985. J'ai donc fait de programmation, des tests, du déploiement pendant plusieurs années. Je suis devenue spécialiste en amélioration de processus en 96 et j'ai œuvré là-dedans assez longtemps jusqu'à ce que je devienne certifiée comme Scrum Master en 2006 et j'ai commencé à être coach agile à ce moment-là. Pendant que je faisais ma maîtrise, mon doctorat en génie logiciel, puis j'ai gradué en 2012 et je suis devenue prof à l'UQAM à partir de ce moment-là, il y a donc 10 ans. Je suis maintenant prof avec comme mission de former la relève des informaticiens pour qu'ils aient une formation plus adaptée au contexte d'aujourd'hui. Voilà. Et on va étudier ensemble c'est quoi de la vélocité. Hmm? Et qu'est-ce qui sont les causes qui peuvent la ralentir un peu. Ben oui. On va commencer par c'est quoi la vélocité? Ben, la vélocité, typiquement, c'est synonyme de productivité où on va combiner les aspects d'efficience puis d'efficacité. Fait que si on regarde en waterfall ce qu'on avait, ben la productivité de livraison du logiciel, c'était pas mal ça qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la vélocité. Ça se définit comme une quantité de logiciels livrés par mois personne. Le problème, c'est qu'une quantité de logiciels, pendant longtemps, c'était des nombres de lignes de code. Puis là, c'était du Fortran, du COBOL, du C, du C Sharp, du VB, Oups, ben, ça se compare pas trop un avec l'autre. Ça, De c'est l'assembleur. de l'assembleur, encore là, c'est autre chose, ou ça se comptait en nombre de fonctionnalités, en nombre d'écrans, euh, en nombre de rapports. Bref, c'est pas des mesures vraiment comparables. Puis le mois personne, encore là, tu sais, des fois, certaines organisations, ils disent que c'est un mois personne, c'est 4 semaines à 35 heures pour 140 heures, puis d'autres disent que c'est 4,3 semaines en moyenne de 40 heures pour 172 heures, ce qui fait que c'est variable d'un à l'autre. En agile, ce qu'on appelle la vélocité, c'est souvent un nombre de user story points par sprint. User story points, c'est très subjectif, puis c'est surtout pas reproductible, puis souvent même pas dans une équipe. OK? Entre équipes, certainement pas, mais au sein d'une même équipe, des fois d'un projet à l'autre, c'est pas une valeur, une quantification, on va dire, reproducible, parce qu'on peut même pas traiter ça de mesure. Dans le cas des sprints, ben, des fois, ils ont 2 semaines, des fois 3 semaines, des fois 4 semaines. Fait encore là, c'est variable. Selon le Larousse, ben, la vélocité, c'est une grande rapidité dans le mouvement. Ça n'a pas trop grand-chose à voir avec la productivité. Alors, quand on utilise en agile le terme vélocité, on réfère particulièrement à de la productivité en réalité. Et là, en DevOps, ben, la vélocité, ça pourrait être comme en waterfall ou en agile, mais on le sait que dans les deux cas, ça peut être variable. Donc, on va retrouver une couple d'équipes qui utilisent le temps de cycle moyen comme en ligne ou Kanban. Puis, on se rend compte qu'il y a des différences importantes d'effort puis de durée entre les nouvelles fonctionnalités, la correction de bugs ou d'anomalies, puis les modifications de fonctionnalités existantes. Fait que si on fait un retour du terrain, sa vélocité, ben, on a un certain résultat attendu en agile et en DevOps que notre vélocité augmente avec le temps parce que l'équipe fait des bonnes rétrospectives pour améliorer son processus, il y a plus de réutilisation, il y a une meilleure maturité de l'équipe aussi, ça augmente avec le temps, et une meilleure compréhension du domaine d'affaires et des besoins. Mais Jean-Marc, le résultat obtenu, c'est quoi? Ouais, sur le terrain, bien souvent, ce qu'on voit, ce qu'on voit sur le terrain, bien souvent, c'est que
En agile, on a une tendance à stagner. Donc, bien rapidement, notre vélocité en point, elle vient stagner, puis des fois même, ça diminue. En DevOps, ce que je vois souvent, c'est que ouais, ça augmente un certain point, mais quand on commence à être en fonctionnement, en opération, tout d'un coup, là, souvent notre vélocité va diminuer. On va s'enfarger, ça va ralentir. Puis, Ouais. Mais là, qui a volé notre vélocité, Jean-Marc? ouais, qui l'a volé? T'as-tu des coupables, Sylvie? Possible? Ah, ben, c'est quoi le coupable? Ben, on va aller explorer. Est-ce que les changements de portée entre quand on est agile versus DevOps, est-ce que ça, c'est un des coupables? Est-ce qu'il y a la dette technique peut être un des coupables? Puis est-ce que la dérive des estimations peut aussi être coupable? Fait que, on va parler un petit peu de la portée. Fait que Jean-Marc, peux-tu nous expliquer la différence entre les trois modes, le Oui, Waterfall, Agile puis effectivement. DevOps? On y va avec ça. Donc, en waterfall, généralement, on a différentes activités. Je suis venu recouper les activités typiquement de développement, test manuel, test automatisé, évolution, maintenance, plein de capacités qui sont là. Beaucoup sont liés directement à la production, beaucoup à la maintenance. Dans un waterfall classique, on fait principalement du développement, des tests manuels, bien souvent plus à la fin, un petit peu d'automatisation, on fait de la conformité des audits à la fin, puis on livre le projet tout d'un bloc, c'est l'équipe projet qui livre ça, puis la balance où que les correctifs d'anomalie, de sécurité, les rehaussements, ben, sont faits par la suite par une autre équipe, par d'autres équipes, les équipes de maintenance et d'opération, qui eux vont s'occuper d'opérationnaliser la solution. En agile, on est un petit peu différent. En agile, on va livrer par sprint, donc on va essayer de faire du développement, automatiser tout. Hein. Je dis souvent, l'automatisation est essentielle à l'agilité. Sans automatisation, on ne peut pas faire de la véritable agilité si on n'automatise pas nos tests surtout. Donc, on va faire notre maintenance au fur et à mesure, on va corriger nos anomalies au fur et à mesure, puis on va automatiser nos déploiements pour que tout se fasse de façon fluide et on va bien sûr mesurer, surtout pour donner un feedback sur les fonctionnalités à notre PO, pour pouvoir discuter de comment le système sert. Puis, un peu de conformité. Ça, c'est fait par notre équipe de projet. Puis, éventuellement, ça va passer en maintenance. Puis, c'est une équipe de maintenance qui va parfois faire quelques petits sprints de modification, mais qui va s'occuper d'opérationnaliser la solution très souvent, plus souvent qu'autrement. En DevOps, on vit un peu différemment. On livre très fréquemment. On parle plus de sprint, OK? On livre fréquemment. Et là, on a une équipe de produits. On a une équipe complète de produits qui va s'occuper du produit en production. Donc, l'équipe va devoir s'occuper de surveiller son système, de le monitorer, de répondre aux besoins des usagers, l'équipe complète ou l'équipe élargie DevOps, OK, et faire la maintenance, la correction d'anomalies, les déploiements, tout y est, incluant l'architecture découplée parce qu'on veut être capable de mettre en production un petit morceau à la fois sans être obligé de parler à ses 4 voisins. OK? Mm-hmm. Tout ça, là, ben, est-ce que tu penses, Sylvie, que ça fait en sorte que notre vélocité va changer? Ben, c'est sûr que en Agile et en DevOps, quand on automatise, techniquement, on devrait accélérer la livraison. Les mesures que j'ai pu faire en industrie, c'était ça. Ceux qui automatisaient davantage avaient une meilleure vélocité. Donc, les tests automatisés, ça favorise la qualité. Puis parce qu'on a une meilleure qualité, ça favorise la vélocité. Et ça se mesure. Là. On l'a fait, j'ai pu le faire avec des mesures. Donc, le problème, c'est qu'en DevOps, supporter la production, ça demande de l'effort. Il faut le prévoir. Ah, effectivement. Ouais. Donc, la portée est-elle coupable? Ben oui, elle est coupable. Parce que la portée n'est pas la portée du produit comme tel, a priori, mais la portée de notre processus qui fait en sorte que on a plus de tâches qu'avant, n'est-ce pas? Fait que les causes, ben c'est ça, beaucoup plus de travaux qui appartenaient aux opérations. Mm.
sais, puis ces travaux-là, on n'a qu'à regarder dans les différentes capacités DevOps, et puis il y a tout un ensemble de nouvelles capacités que l'équipe doit appliquer, qu'elle ne faisait pas avant quand elle était agile ou waterfall. On a un peu de solutions pour ça, j'imagine, hein? Oui. Oui. Donc, les solutions, ben, il faut évidemment ajuster la définition de terminé pour inclure les tâches d'opération. Ce qu'on veut, c'est les rendre visibles. S'ils ne sont pas visibles, elles ne seront pas estimées. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Puis, ce qui est bien important aussi, c'est d'avoir des membres dans l'équipe qui sont experts en opération. Souvent, une erreur qu'on fait, c'est qu'on se retrouve avec plein de gens dans l'équipe, c'est des développeurs uniquement, ils sont pas au courant de ce qui les attend lorsqu'ils vont être en production. Fait qu'ils instrumentent pas leur code suffisamment. Il manque plein de petits morceaux parce qu'ils sont pas au courant qu'ils en ont besoin. Fait que déjà, en ayant un expert en opération dans l'équipe, ça nous aide allègrement. Parce qu'ils savent ce qui est nécessaire, alors que les autres, ben, l'ont tout simplement oublié. Puis, ça va plus vite, hein, ils connaissent ça. C'est sûr. Puis, quand on parle d'une équipe multidisciplinaire, c'est ça que ça veut dire, Dev et Ops. Donc, il y a des gens qui connaissent un peu plus l'Ops dans tout ça. Mais ça fait qu'on a une équipe un peu plus grosse aussi. Hein? Ouais, définitivement. Mais il ne faut pas oublier qu'on remplace 2 équipes par une. Fait que elle va être pas aussi grosse que 2, mais elle va être plus grosse qu'une seule. Qu'une ancienne équipe tout seul, parce qu'on a des tâches de plus à faire pour assurer la qualité et pas revenir en arrière autant que possible. Ouais. Et là, on va se mettre à parler de dette technique. La dette technique, c'est un sujet que j'adore, ça. Ben oui. Alors, la dette technique, ben, pensez-vous qu'il s'agit d'une dette technique si on a, par exemple, Jean-Marc, une fonctionnalité manquante? Ma main levée. Qui pense que c'est de la dette technique? Pensez-y, qu'on est dans un enregistrement. Et là, Jean-Marc? Ouais. Ben, une fonctionnalité qui est manquante, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Elle n'existe pas. On ne l'a pas implémentée. C'est juste pas fait. C'est pas une dette technique. Ça n'a rien à voir avec la technique. C'est du fonctionnel pur. Donc, c'est une dette fonctionnelle. C'est fonctionnel, oui. On n'est pas rendu là. Mais est-ce que ça pourrait être une dette technique si on prétend l'avoir terminée, mais qu'elle n'est pas là? Ouais, ben, c'est une dette administrative. C'est à la limite. Du genre, on a un problème de gestion des versions. Ouais, ça, c'est une dette technique Ça, qui est la cause. C'est une dette technique. Mais le fonctionnel va être à refaire. D'accord. Ensuite, ben, une vulnérabilité de sécurité qui aurait été découverte l'an dernier, en 2021. Pensez-y, qui écoute la vidéo. Ben, c'est une dette technique. C'est une dette technique, hein? Il faut les régler, les vulnérabilités, malheureusement. Ça aurait dû être corrigé il y a longtemps. Ouais. Puis, à part ça, par exemple, si j'ai une absence de surveillance puis de notification, alors que ce sont des pratiques qui font partie de DevOps, mais que je n'ai pas mis de surveillance puis de notification dans mon application. Je vous laisse y passer. Ben, oui, c'est une dette technique. Ça va être une dette technique. Dans le cas d'une équipe agile qui s'occupe pas de la production, ça va être une dette technique de son côté parce qu'il manque la surveillance et la notification. Si c'est une équipe DevOps, ben, ça va être vraiment l'équipe DevOps qui va avoir la dette et non pas l'équipe d'opération qui va se retrouver avec cette dette technique-là. Mais dans les deux cas, ça reste une dette technique. Mais c'est quoi exactement, là, une dette technique? Ouais, c'est quoi la dette technique? Allons voir la définition. Oups, on a passé une slide. La définition de la dette technique. Et dans un logiciel, puis ça, c'est la définition de ces deux auteurs. Sylvie, peux-tu m'aider? Je ne suis pas bon avec les noms. Oui, c'est Philippe Kruchten puis Ipek Oskaya. Merci, Sylvie. Je n'ai pas de mémoire pour les noms. Dans les logiciels d'envergure, OK, dès qu'on a un logiciel un peu gros, on a de la dette technique. Puis, ce que c'est une dette technique, c'est un ensemble de conception ou de fabrication qu'on a mis en place pour sauver du temps, mais qui, en bout de ligne, font en sorte que notre système, il risque d'être à peu près impossible à faire évoluer et maintenir, ou du moins beaucoup plus coûteux.
Puis ça, ils disent que c'est une obligation potentielle, parce que ça se peut que ça se réalise pas. Si je me débarrasse du logiciel, j'aurais pas besoin de le maintenir, mais c'est une obligation potentielle lorsque je vais venir pour faire une certaine évolution de réaliser ces travaux-là qui n'ont pas été faits, puis ces raccourcis-là qui ont été pris, parce que les impacts sont là, mais sont généralement internes, sont cachés à l'intérieur du système, puis ça va affecter la maintenabilité et l'évolutivité. Donc, tu es en train de dire que si on a de la dette, notre maintenabilité a donc diminué. Une maintenabilité qui diminue, ben, ça fait que les prochaines modifications ou ajouts coûtent plus cher à mettre en œuvre. Définitivement plus cher. Ça coûte plus cher à mettre en œuvre, puis dans le cas de l'opération, ça va coûter plus cher à opérer notre système. Fait qu'on se retrouve souvent dans une situation où on a coupé les coûts dans ce qu'on appelle souvent le CAPEX, puis que finalement, on va le payer après ça en opération, ce qu'on on va rembourser ça en opération après, puis là, c'est généralement les gestionnaires qui ont coupé les coûts dans le CAPEX qui essayent aussi de couper les mêmes coûts dans l'OPEX après. Mais la solution, c'est souvent de faire un petit peu plus attention à l'origine. Oui, ça me fait penser aux vieilles histoires qu'on entendait de développement logiciel qui se faisait à une vitesse grand V pour un gestionnaire qui allait récolter un boni s'il livrait l'application à une date donnée. Il livrait littéralement de la scrap à l'équipe de maintenance qui mettait, disons, ça après 1 an de développement, puis eux autres ont mis 3 ans à réécrire le système pour avoir de quoi qui était maintenable. Quelle horreur. Donc, toujours. Fait que ça veut dire que si je veux simplifier, technique, là, si on simplifie, ça donne quoi? Okay. Si je veux simplifier un peu le tout, là, on peut souvent appeler ça prendre des raccourcis, pelleter par en avant, parfois, ou faire une première version techniquement minimaliste. Ça peut être correct. Je sais pas si elle va marcher beaucoup, si elle va être appréciée ou pas. Je vais la faire de façon minimaliste. Je vais l'essayer, je vais expérimenter. Et maintenant, je vais repayer cette dette-là après sur les versions, sur les logiciels qui sont intéressants pour le client. Là, tu parles ici d'un MVP oui. peu escamoté. Oui. Oui, on fait juste une version qui est techniquement plus faible. On l'essaie, puis si c'est bon, on améliore et on repaie la dette sur ce qui fait que si j'ai 4 essais et que j'en ai seulement un qui est intéressant, je vais rembourser ma dette juste sur un. Puis parfois, c'est des solutions techniques qui étaient bonnes, mais qui aujourd'hui deviennent inadéquates parce que nos besoins ont changé. Ah, bien sûr. J'avais une solution, elle était à l'interne, j'avais une centaine d'usagers, puis là, je veux commencer à vendre le service à l'externe. Il y a de bonnes chances que le côté technique ne fasse pas le travail. D'accord. Ou une autre anomalie, j'ai pas fait le terrassement, je n'ai pas de pelouse sur mon terrain, c'est fonctionnel. Je prends le plus bas soumissionnaire, il met de la pelouse, mais il met aucun terreau. Ma pelouse qui est là, c'est caché, là, mais elle va pas survivre. Elle va pas survivre, elle va venir jaune dans le temps de le dire. Et ça va me coûter cher en entretien pour garder ça vivant. Et dans le fond, il faut peut-être être obligé de recommencer au complet. Fait qu'on a ça dans un paysage, OK? Le paysage de la dette technique, au centre, c'est notre dette technique. L'architecture, qui est là où ça coûte plus cher à réparer. Le code, la qualité du code, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est tellement centralisé. C'est l'architecture qui coûte cher à réparer. Ouais. Tout le monde regarde le code parce que ça se teste facilement, mais l'architecture est plus problématique. Puis les infrastructures de production aussi font partie de notre dette technique. Fait que quand ces 3 éléments-là sont pas suffisamment étoffés pour répondre aux besoins puis nous permettre d'évoluer ou de maintenir notre système, c'est là qu'on voit des symptômes, des anomalies ou des difficultés à faire des nouvelles fonctionnalités qui vont venir ressortir. Sinon, on les voit pas. Quand on les voit, c'est trop tard. Ouais, donc ce qu'on voit, c'est des bugs puis un temps fou pour implémenter des nouvelles fonctionnalités. Bon, on va regarder un peu comment ça se distribue. Comment ça se distribue, ça, la dette technique? Comment ça arrive? Là, on va aller faire un petit peu de magie d'animation PowerPoint. Regardez ça. Ouch! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a coupé un peu sur la qualité du code, puis sur le code lui-même, puis sur les tests.
Puis le résultat de ça, c'est que on est obligé de faire plus de surveillance parce que le système il brise beaucoup plus souvent. On est obligé de faire des outils pour corriger des problématiques de données qui devraient même pas être là. On est obligé de supporter nos usagers parce que c'est tout le temps brisé. Notre dette technique a augmenté. Puis nos coûts de correctifs d'anomalies puis de maintenance vont augmenter. Alors, on va augmenter notre OPEX parce qu'on a coupé sur le CAPEX. Mais c'est une autre équipe qui s'en occupe. Donc, généralement, les gens ont tendance... On a pelleté dans le cours de quelqu'un d'autre. Donc, en waterfall, ben, c'est une autre équipe qui va s'en occuper puis vivre avec. Fait que des fois, on s'en fout un peu. Puis, on pèle ça dans l'équipe de maintenance puis l'équipe d'opération en se disant, bah, c'est eux autres qui vont s'en occuper. Je m'en lave les mains. Puis, bye. En agile, ben, on a un peu ce principe-là. Donc, voyons un petit peu, encore un petit tour de magie, comment ça se passe. Oups! Donc, ce qu'on a fait. OK, où c'est qu'on a coupé? On a coupé généralement en agile sur l'automatisation des tests. Ça semble coûter cher, pas vrai ça. On a coupé sur notre évolution, notre maintenance, on a coupé sur l'automatisation bien souvent. Puis ça vient monter à long terme nos tests manuels. Fait qu'à chaque fois qu'on grossit le logiciel, la quantité de tests manuels augmente. Donc, les tests de non-régression sont de plus en plus chers à faire. Oui. Puis le temps qui nous reste pour développer est de plus en plus bas. On développe de moins en moins, puis on est obligé de corriger des anomalies de plus en plus. Fait que c'est ce qu'on voit un peu. Puis là, ben, en opération, on a encore la même problématique que il faut surveiller plus, il faut avoir des outils supplémentaires. Fait que les opérations sont encore un peu pris avec le côté de la patate. Hein? Fait qu'en agile, ben, il y a un ralentissement pour l'équipe pendant le développement. Si elle est prise pour corriger des bugs de la prod, ça l'a fait des mises en prod à la fin de certains de ses sprints, de voir chacun des sprints. Mais il y a aussi un ralentissement pour les opérations parce que, Jean-Marc, hein? il faut s'occuper de ce qu'on a mis en prod qui est tout le temps brisé. C'est ça. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Maintenant, on va aller voir du côté activité de DevOps. Comment ça se comporte ça en DevOps? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus avec le S? Bon, côté DevOps, il manque un S, on va l'ajouter dans un slide final. Donc, côté des activités DevOps, comment est-ce que ça va? Regardons ça avec un peu de magie. Donc, on a sauté une slide, on a passé l'animation. Donc, côté DevOps, on fait l'animation. Ce qu'on voit là, c'est que souvent, on va reporter des choses. On reporte quoi? On reporte à plus tard les premières livraisons. On est supposé les livrer souvent, rapidement, mais souvent on se dit, ben là, ça sera pas assez complet, on le mettra pas en prod tout de suite, on va attendre. On le livre pas. On coupe ses tests automatisés. On retarde l'architecture, on se préoccupe pas du découplage. Hey, ça coûte cher ça de l'architecture à régler. On reporte des mesures, on reporte tout ça. Fait qu'en bout de ligne, on va être obligé de payer plus tard, mais payer solide. Puis là, tout d'un coup, je suis bloqué solidement parce que ma production, elle est pas prête, puis je dois m'en occuper. Je passe quasiment tout mon temps dessus. Okay? Autrement dit, en DevOps, on a plusieurs sources de dette, incluant les opérations. Ouais. Alors, la dette est-elle coupable? Bien sûr. La dette est coupable en plus de la portée. Ouais. Fait que là, ben, c'est quoi, Jean-Marc, les causes de la dette technique? Ben, on a une habitude qui est mise en place là, de faire uniquement des fonctionnalités. Fait qu'on va accumuler de la dette. On est habitué de juste livrer de la fonctionnalité. On va sous-estimer l'importance de notre dette. C'est important, mais on va la sous-estimer. On dit, oh non, c'est pas si grave que ça, on réglera après. Ça va être correct. Ça va bien aller. Puis, on a aussi beaucoup plus de travaux invisibles aux PO puis aux utilisateurs, qui fait que ils sont pas dans le carnet de produits. On les connaît pas. On connaît le produit, mais on connaît pas l'opérationnalisation du produit. Fait que c'est juste pas là. Puis, ce qu'on regarde dans les médianes des ratios d'efforts dans State of DevOps de 2018, on a les chiffres, c'est que les équipes qui sont élites et élevées, ceux qui déploient plusieurs fois par jour à plusieurs fois par semaine,
eux passent 50% du temps à faire du développement de nouveaux produits, de Donc, nouveaux développements. ça veut dire que 50% de leur effort est passé à améliorer Oui, ce qui existait déjà. ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est meilleur. Si vous déployez une fois ou deux pendant 6 mois, ben, vous êtes comme plus d'un faible, puis j'assignerais pas plus que 30% d'effort sur la nouvelle fonctionnalité, parce que le reste, C'est de la maintenance. c'est beaucoup de maintenance. Ah, sauf durant la nuit de noces, la première année qu'on développe puis qu'on met pas en production. Ah, ça, c'est Ah, ça a magnifique. l'air beau, ouais, c'est ça, mais C'est beau. C'est beau, beau, beau. ouais. Fait que la solution pour mieux gérer la dette technique, ben, il faut ajuster la définition de terminer là aussi pour éviter la dette, là, s'assurer qu'on l'a fait correctement, puis respecter des bons ratios dans le sens où on veut allouer assez de temps pour compléter correctement chaque récit. C'est s'il faut rajouter la notification proactive, l'automatisation des tests, etc. Puis allouer du temps pour corriger les dettes techniques existantes, là, parce que souvent l'équipe qui commence à faire du DevOps, elle a déjà une historique là, en arrière d'elle. Puis son produit logiciel, il y a peut-être un certain niveau de dette accumulé qu'il faut peut-être résoudre là, tranquillement, assez vite même. Tu sais, fait que, ben, dans ces cas-là, on veut gérer la dette technique comme d'autres ici. Ouais, parlons d'autres récits. C'est justement un bon récit de dette technique. Qu'est-ce que ça doit composer? Ben, on veut idéalement avoir la cause parce que si on sait d'où elle vient, notre dette technique, on va peut-être travailler à éviter d'en faire une la prochaine D'en fois. faire d'autres. On essaie d'identifier la cause, si c'est possible. On veut comprendre notre problématique. Mm-hmm. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça brise réellement? Puis on veut savoir c'est quoi la solution pour la réparer. Mais par-dessus tout ça, ben, on a besoin de notre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on veut savoir combien ça va nous coûter, puis combien ça va nous rapporter. Donc, c'est quoi notre niveau d'effort requis pour la régler, puis notre bénéfice attendu en valeur pour être capable de voir lesquelles dettes sont les plus rentables à payer, parce qu'il y a un signe d'argent qui vient avec ça. On les règle parce qu'on veut sauver de l'argent après. Puis, pour choisir lesquelles régler, ben, il faut considérer des types de dettes et des types de coûts. Parce qu'il y a des dettes qui ont des coûts qui sont récurrents. Je n'ai pas automatisé, donc je vais devoir faire des étapes manuelles à chaque fois, à chaque semaine. C'est un frais récurrent. Il y a aussi des intérêts composés. J'ai utilisé une librairie qui n'était pas la bonne, qui n'est pas suffisante, et à chaque fois que j'ajoute des choses, je travaille plus fort. Puis quand je vais vouloir remplacer cette librairie-là par une meilleure, ben plus j'ai attendu et plus je vais payer cher en remplacement parce que le travail déjà fait va être à recommencer partiellement. Fait que ça va coûter plus cher. C'est des intérêts composés. Puis après ça, il faut se préoccuper de notre retour sur investissement, hein, savoir il est où le gain, qu'est-ce qui nous apporte le meilleur gain à court terme. En considérant nos objectifs d'affaires, on veut corriger les dettes techniques sur les modules qu'on veut modifier ou qu'on veut utiliser beaucoup plus en production. Si j'ai mesuré ma production, je sais quels modules les utilisateurs utilisent beaucoup et c'est eux que je devrais travailler ma dette technique ou que faire évoluer en premier. C'est important. Ça va avec les affaires parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne règle pas de la dette technique juste pour avoir un beau sourire et être heureux en équipe. On la règle parce qu'il y a un besoin d'affaires à préserver en arrière de ça. Une valeur d'affaires à préserver, oui. Une valeur d'affaires à préserver. Merci, Sylvie. Puis, on veut la décrire correctement hein, pour la rendre visible et compréhensible. Ce qu'on ne voit pas ne sera jamais traité. Fait qu'on veut l'amener dans notre backlog. Intéressant. Maintenant, on va parler de la dérive des estimations. Oui. Alors, Jean-Marc, un petit exemple. Un petit exemple. Ouais. On va essayer de faire ça vite. Là. Des user story points. Donc, je décide que je commence à faire un petit peu de construction. Je fais une niche, je mets 3 points d'évaluation. Je fais un petit cabanon, je mets 5 points. Je fais un premier bungalow, je mets 8 points. Je grossis un cottage, 13 points. Un plus gros cottage, je reste à 13 points. Ah, c'est un cottage, c'est beau. Je fais un duplex, 20 points. Un bloc, 40. Là, je retombe sur un cottage. Bah, à 8 points, c'est facile, un cottage, après avoir fait un bloc. Un gros cabanon 2 étages, c'est facile, là, 5 points, c'est correct. Une grosse niche à chien avec des portes, 2 points. Eh bien, je la fais la fin de semaine avec mes enfants. Ça va pas être pas mal plus long, on va vous le dire. Moi. Fait que, tout ça pour dire que
Ouais, Ça a glissé. ça a glissé. Mettons que le problème avec les user story points, c'est que c'est une valeur qui est très subjective. OK? C'est pas. Alors qu'en mesure, on essaye d'aller chercher quelque chose d'objectif. Donc, ça n'a du sens que pour l'équipe dans ce projet. Donc, c'est incomparable avec les autres équipes, puis incomparable avec les autres projets de la même équipe, là. Donc, et c'est pas une mesure, les user story points, là. C'est l'affectation grossière d'un niveau d'effort relatif. Donc, ce niveau d'effort largement approximatif, là, c'est parfois, voire même souvent, utilisé comme si c'était une mesure objective et comparable. Et ça, en soi, c'est considéré comme une faute professionnelle de gestion, ce qu'on dit en anglais du management malpractice. Puis, c'est immanquablement, là, ben, il y aura des écarts, parfois même importants, sur nos estimations. Parce que le même 2 points, deux user story points dans la même équipe, ben, des fois, c'est X jours de développement, des fois, c'est 2, 3, puis 4 fois X. Là. C'est quand même des grosses variations. Là. Alors, la dérive des estimations est-elle coupable? Bien sûr, la dérive des estimations est coupable. Là, on va aller explorer un peu plus pourquoi. Donc, qu'est-ce qui cause ça? Donc, c'est... Oui. Donc, les estimations sont souvent pas ancrées sur une référence. Ce qui fait que je peux pas me référer à un ancien récit parce que je les ai pas définis, ces références-là. Fait que ça va nous causer beaucoup de problèmes. Puis on a souvent tendance à sous-évaluer les travaux qu'on répète. Je l'ai déjà fait, c'est facile. Ça devrait être plus vite. Ça devrait être beaucoup plus vite. Puis on a une tendance à dire un user story point égale un jour, puis on finit par, en prenant de la maturité, par réduire le nombre de story points qu'on met dans ça. Fait on se trompe souvent. L'estimation, c'est pas une mesure, c'est pas équivalent. Mais Sylvie, tu as quelque chose pour nous autres là-dessus. Oui, bien, quand on regarde, c'est que typiquement, on devrait découler nos estimations de nos données de vélocité. Alors là, quand on parle de portée de produit ou portée de projet avec un niveau de qualité attendu, donc c'est project ou product scope, là, ben là, on veut estimer quoi? Le coût, hein, combien ça va coûter, puis la date de livraison, quand est-ce que ça va être prêt. Parce que ces deux données-là, c'est ce qui va nous permettre, au moment de la livraison, d'obtenir la valeur d'affaires. Fait que mes éléments de carnet, je vais être capable de prédire quand est-ce qu'on serait capable de les livrer, puis ça va coûter combien en bout de piste. Non, le coût, c'est facteur de l'effort que l'équipe va mettre. Le gros des coûts d'un projet, c'est de l'effort. Puis l'effort qu'on va estimer de l'équipe, c'est facteur de notre productivité ou de notre vélocité. L'atteinte de la date, c'est fonction de notre taux de livraison. À quelle vitesse est-ce qu'on arrive à livrer notre quantité de logiciels? Et tout ça, c'est facteur de la taille du logiciel et non pas des user story points, c'est pas de la taille du logiciel, c'est un niveau d'effort relatif. Point. Mm-hmm. OK? Mais là, la taille, il est là le problème, là. La taille, c'est comment on mesure la taille d'une manière objective. N'est-ce pas? Ouais. Donc, Ouais, pour mieux estimer. OK, donc, si on est capable d'utiliser une échelle de référence, tel genre de récit prend tant de points, ben on les garde. Puis il faut les garder avec leur portée exacte, puis leur définition terminée de ce récit-là, avec ses critères d'acceptance. On peut l'utiliser comme référence, ça va améliorer. Okay? Sinon, ben, on va prendre une mesure qui est plus objective. Puis là, ben, si on regarde en construction, c'est super magique. Hein? On parle de coût moyen en dollars par pied carré. En fait, on mesure le nombre de pieds carrés de surface, le nombre de murs, le nombre de portes, de fenêtres, etc. Puis on arrive avec un prix. Ce qui serait vraiment génial, c'est de faire la même chose avec les entrées, les sorties, les lectures, les écritures de notre système, puis arriver avec « Oh, wow! Ça va me coûter tant pour cette fonctionnalité-là. » Aurais-tu une idée? mais bien sûr, ça existe. Ça s'appelle la méthode cosmique. Donc, COSMIC, c'est un acronyme qui veut dire Common Software Measurement International Consortium. Et COSMIC,
c'est une norme. C'est la norme ISO 19761. Fait que si on regarde ça rapidement, ça marche comment, Cosmic, tu sais? Bien, imaginez, vous avez le logiciel à mesurer avec une frontière avec ses utilisateurs fonctionnels, que ça peut être des humains, d'autres systèmes avec lesquels on doit échanger des données, des dispositifs d'ingénierie, des senseurs, des LED, peu importe. OK? Et là, dans le logiciel, on a un certain nombre de processus fonctionnels. Puis là, on va mesurer chaque processus de manière indépendante. On a du côté back-end l'infrastructure de stockage avec nos données persistées. Puis du côté front-end, on peut avoir ou pas du matériel d'entrée-sortie, que ce soit imprimante, écran, etc. Puis, ce qui provient de l'un ou l'autre des utilisateurs, chaque groupe de données qui rentre, ben, c'est un mouvement d'entrée. Par groupe de données, il y a un point, on les compte. Ce qu'on envoie du logiciel vers les utilisateurs comme une requête, comme l'affichage des résultats, c'est une sortie. Ce qu'on va chercher dans les données persistantes, c'est une lecture, et quand on va écrire, ça devient une écriture. Donc, il y a 4 types de mouvements de données, puis Cosmic, ça mesure en compte, des données qui se comptent, le nombre de mouvements. Fait on a aussi étudié, il y a des chercheurs qui ont regardé dans l'industrie un logiciel de sécurité de surveillance où on a comparé les user story points avec l'effort réel, puis on s'est rendu compte que la corrélation n'était pas très forte. Là, on parle de 0,33, puis on avait disons, une assez grande variation dans les données. Puis on avait 2 données extrêmes. Et c'est un projet qui était fait en Scrum et TDD avec des sprints de 2 semaines où ils ont implémenté 24 tâches en 9 sprints qui étaient estimées en user story points avec l'effort qui était mesuré en heures pour chacun. Ils ont été remesurés en points de fonction cosmique. On a comparé l'effort par story avec le nombre de points de fonction cosmique, donc les PFC. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la variance était beaucoup plus petite et on avait une très forte corrélation qui était de 0,977, donc c'est très élevé. Puis que nos 2 points extrêmes en user story point se sont avérés être alignés sur la droite de régression linéaire. Donc, les points de fonction cosmique se sont avérés être un bien meilleur prédicteur de l'effort que des user story points. Maintenant, prenons un petit exemple simple. J'ai demandé à Jean-Marc de me décrire un microservice qu'il connaissait qui sert à rehausser le profil de l'utilisateur, puis dedans, il y a 2 flux de données. Le premier flux, récupérer le profil de l'utilisateur pour l'afficher. Il reçoit en entrée un user ID. Il fait un appel avec ce user ID-là, il fait une requête vers un autre microservice qui retourne le profil de l'utilisateur. On va dans BD chercher son adresse et on affiche le profil, puis on affiche l'adresse. Donc, on a ici 6 points de fonction cosmique. 2 entrées, 3 sorties, puis une lecture, un read. Là, juste un petit point de même. Le profil, c'est vraiment juste nom, prénom, possiblement une date de naissance. Rien qui se dédouble, là. Rien qui se dédouble, c'est ça. Un groupe de données, c'est l'équivalent d'une table en 3e forme normale ou plus. Quelque chose d'assez simple, là, de façon très, très, très résumée. Là, et il y a un deuxième flux qui est de mettre à jour l'adresse de l'utilisateur où on reçoit une nouvelle adresse en entrée avec le user ID. On vérifie le format de l'adresse à l'interne pour retourner une erreur de format sur l'adresse si jamais il y en a une. Si tout est beau, on va écrire l'adresse. Le GBD va nous retourner un code de succès ou d'échec qu'on va retourner à l'interface pour que ça soit traité, le cas échéant. Encore là, ici, on a 6 points de fonction cosmique, distribués un peu différemment. 3 entrées, 2 sorties, une écriture. Taille totale de ce microservice, 12 points de fonction cosmique. Et là, on va se rendre compte, quand on a mesuré une coupe, qu'il y a des patterns de mesure qui existent, qui fait que de plus en plus, on est capable d'estimer la taille fonctionnelle
de telle composante de notre logiciel. Fait que la vélocité, qu'est-ce que ça pourrait être en DevOps? On va supposer ici un coût de développement général à 200 de l'heure. Non pas le salaire du développeur ici, là, mais le coût global du projet qui inclut le salaire du patron, le loyer, l'électricité, etc., le prix des licences, puis du cloud, puis de tout ce que tu veux, là, et le coût de la main-d'œuvre et des bénéfices marginaux. Donc, en waterfall, les vélocités que j'ai pu mesurer d'une compagnie à l'autre, ça pouvait varier de 10 à 45 heures par point de fonction cosmique. Fait que pour faire notre petit microservice à 12 points ici, ça, dépendant des compagnies, ça va avoir pris entre 120 et 540 heures, soit entre 24 000 et 108 000 $. En Agile, les organisations étaient davantage productives, donc une vélocité plus élevée, ce qui fait que le coût unitaire est plus bas. C'est de 2 à 20 heures par point de fonction cosmique. Donc, le même microservice, il va coûter entre 24 et 240 heures, puis en dollars, entre 4 800 et 48 000. Puis, en général, dans une même organisation, la corrélation, elle est très, très, très élevée entre la taille fonctionnelle et l'effort. Et ça, cette vélocité-là, ça inclut le développement, le test, puis la correction des bugs après mise en prod. Là. OK? Puis, avec la même donnée de base, qui est ma taille fonctionnelle, mon nombre de points de fonction cosmique, je peux obtenir un taux de livraison moyen, qui est, par exemple, en nombre de points de fonction cosmique par mois calendrier ou par sprint, si nos sprints sont toujours de la même durée. Et notre date de livraison devient donc prévisible. Moi, Sylvie, là, Ouais. j'aime ça, mais là, on peut pas tout de suite savoir ça. Il n'y a pas formation. Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre, c'est quoi Cosmic? Cosmic, c'est une organisation sans but lucratif dont le site web cosmic-sizing.org contient un paquet de documents gratuits rédigés dans plein de langues. La dernière version du manuel de mesurage cosmique est disponible en anglais, en français, en espagnol, en italien, en portugais. La version précédente, qui est quand même d'actualité, est aussi disponible dans jusqu'à 12 langues, incluant l'arabe, le russe, le mandarin, etc. Le turc aussi, l'allemand. Donc, il y a plein de langues, OK? Puis, la mission de Cosmic, c'est de maintenir la méthode puis les guides gratuitement, OK? Puis là, vous avez le manuel de mesurage, mais on a fait aussi parce que moi, je suis membre de l'organisation, bien sûr, là, Guideline for Early and Rapid Cosmic Functional Size Measurement, c'est-à-dire au moment où les exigences détaillées sont pas encore prêtes, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse non pas mesurer à ce stade-là, mais estimer la taille fonctionnelle qu'on pourra confirmer une fois qu'on aura plus de détails? Et ça nous permet d'établir un budget pareil sur le projet ou sur une durée de projet donné qui va être beaucoup plus éclairant par rapport aux estimations et ça nous permettra d'avoir des données historiques basées sur une mesure réelle qui est une norme, c'est-à-dire qui dit norme dit consensus international sur ce que c'est. Et voilà. Avec certifications qui sont pas très dispendieuses. Alors, je Non, c'est l'ai ça. fait, j'ai été surpris du montant comparé à ce que. Les certifications, en général, c'est de l'ordre de 80 € pour passer l'examen de certification. Et ceux qui viennent suivre un cours à l'université, comme par exemple, moi, l'été, je donne mesure et développement logiciel dans le cadre de la maîtrise en génie logiciel à l'UQAM, on inclut dans ce cours la certification cosmique gratuitement. Donc, c'est gratuit pour ceux qui sont des étudiants et que cette certification fait partie du cursus universitaire. Et génial.
la méthode cosmique et tous ses guides et ses directives, etc., les études de cas. On a aussi des vidéos maintenant qui sont disponibles sur YouTube, sur Cosmic. Ben, tout ça, c'est fait avec du travail bénévole. Cool. Cool, hein? En conclusion, on a identifié 3 coupables avec Mhm. des solutions pour les contourner, c'est-à-dire la portée parce qu'il y a plus de tâches, la dette technique, parce que si on s'en occupe pas, c'est elle qui va s'occuper de nous autres. Puis la dérive des estimations, parce qu'on a des manières d'estimer qui sont peut-être pas suffisamment matures et pas basées sur des mesures concrètes. Mm. Mais bien sûr, c'est des solutions, ils sont là, mais il faut les appliquer adéquatement. Donc, si je fais ma dette technique, mais que je la gère pas mieux que ce qu'il faut et que j'y m'en manque des morceaux, que je prends pas le temps de bien la documenter, ben, j'aurai pas les résultats escomptés. C'est comme dans n'importe quoi. En effet. Y a-t-il des questions? Pour les questions dans les commentaires sur la vidéo YouTube. D'accord. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à cette présentation. Merci.